Salut à tous, bienvenue dans Sens Public. Vous connaissez le principe, on est ensemble pendant 90 minutes pour donner du sens à l'actualité avec nos reportages, nos chroniqueurs, nos experts. Voici le sommaire de ce jeudi 18 décembre. Circuler, il n'y a rien à voir ou pas grand-chose. Hier, dans une allocution, Donald Trump a fait le bilan d'un an à la Maison-Blanche. Oh, grande surprise, il était plutôt content de lui-même. Écoutez. Bonsoir l'Amérique. Il y a 11 mois, j'ai hérité d'un désordre et je suis en train de le régler. Nous sommes sur le point de connaître un boom économique comme le monde n'en a jamais connu. Économie, immigration, diplomatie, quel bilan tiré d'un an de présidence Trump. On en parle avec mes invités dans un instant. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on fera le bilan de l'année 2025 en France. Sébastien Lecornu est-il la nouvelle star de la politique? Y a-t-il désormais autant de candidats à l'élection présidentielle que de Français? Et puis le braquage du Louvre, tiens, parlons-en. Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait? Restez avec nous dans 45 minutes, on fera notre autocritique. Ce sont des correspondants étrangers qui répondront à toutes ces questions. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi réagir depuis chez vous en scannant le QR code qui est juste là. Je transmettrai vos questions à mes invités. Mais avant ça, retour donc sur l'allocution de Donald Trump. Elle était organisée hier depuis la Maison-Blanche. On voit ça avec Clément Guillonneau. Il se vante d'avoir résolu 8 guerres ou encore d'avoir réussi à restreindre sévèrement l'immigration. En direct de la Maison-Blanche hier soir, Donald Trump s'est félicité de ce qu'il considère comme ses réussites, entre exagération et inexactitude, près d'un an après son retour au pouvoir, et il en a profité pour accabler une fois de plus son prédécesseur. Vous souvenez-vous, lorsque Joe Biden affirmait qu'il avait besoin que le Congrès adopte une loi pour aider à fermer la frontière, il blâmait toujours le Congrès et tout le monde. En réalité, nous n'avions pas besoin de loi, nous avions juste besoin d'un nouveau président. Le président américain a également fermement maintenu le cap de sa politique économique et s'est montré très optimiste sur l'avenir de son pays. Nous sommes sur le point de connaître un boom économique comme le monde n'en a jamais connu. L'année prochaine, vous verrez également les résultats des plus importantes baisses d'impôts de l'histoire américaine. Rendues possibles grâce à notre superbe et gigantesque projet de loi, peut-être la législation la plus ambitieuse jamais adoptée par le Congrès. Mais les Américains ne semblent pas aussi enthousiastes que leur président. Selon une enquête d'opinion publiée hier, 61% d'entre eux jugent que la conjoncture ne leur est pas favorable personnellement, contre 57% en mai. Un constat partagé par les démocrates, le chef de la minorité du Sénat américain a fustigé les propos du chef d'État américain. Donald Trump vient de montrer qu'il vit dans une bulle complètement déconnectée de la réalité. Les faits sont là, les prix augmentent, le chômage augmente et aucune amélioration n'est en vue. La seule annonce concrète faite hier par Donald Trump, l'envoi de dividendes du guerrier à 1,45 million de militaires américains. Ces soldats recevront des chèques de 1 776 $, en rappel de la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Économie, immigration, diplomatie, quel bilan tiré d'un an de présidence Trump? Pour en parler, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marjorie Paillon. Bonjour. Hello. Vous êtes journaliste spécialiste de la vie politique américaine. Hello à vous aussi. Jérôme Viala-Godefroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris. On vous doit le livre Les mots de Trump, c'est à lire chez Dalloz. Ludivine Guilly, bonjour. Gilly, mince, je le sais. Ludivine Gilly, directrice de l'Observatoire d'Amérique du Nord à l'Institut Jean Jaurès. Alors la Fondation Jean Jaurès. Et j'ai participé à la Fondation Jean Jaurès. En plus, c'est la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez signé, alors là, vous allez me dire si j'ai tort ou pas, vous avez signé le livre La Révolution conservatrice aux États-Unis. C'est à retrouver aux éditions de l'Aube. J'ai bon? C'est bien ça. Et Jonathan Boucher-Petersen, je pense que j'ai bon, éditorialiste politique. Bienvenue à tous les quatre, merci d'être sur ce plateau. Je parlais de conférence de presse. Hors plateau, je disais, cette conférence de presse, à quoi ça correspond? Mais en fait, c'est pas vraiment une conférence de presse de Donald Trump. C'est tout sauf une conférence de presse. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir quasiment quotidiennement dans le bureau ovale, convoquer l'ensemble des créateurs de contenu et des éditeurs de médias américains pour pouvoir, là aussi, organiser finalement ce bureau
en conférence de presse, en télévision, en talk-show permanent, mais là, c'était bien une adresse, une allocution à la nation américaine dans lequel le président va pouvoir aborder plusieurs thèmes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le contexte dans lequel cette allocution-là d'hier soir s'inscrit, parce que ça fait plusieurs jours que Donald Trump a entamé une série de meetings où, justement, il essaie d'aller parler aux Américains, aux Américaines, de ce qu'il appelle encore aujourd'hui, peut-être pas tout à fait dans le discours d'hier soir qui était écrit sur prompteur et qu'il a suivi de façon scrupuleuse, qui est très rare chez Donald Trump. C'est très rare. Il lisait mot après mot ce qu'il avait écrit. Avec un ton de meeting de campagne, ce qui donnait une espèce de dissonance en matière de communication politique très étrange, mais on va y revenir justement, Steve. Le contexte, c'est donc qu'il a entamé une série de meetings pour aller parler du coût de la vie. Affordability, comme il dit, c'est un hoax démocrate, c'est vraiment une invention des démocrates pour faire mal à sa politique et à l'administration Trump, mais c'est la raison pour laquelle, hier, notamment, il suivait encore une fois à la lettre le prompteur et le discours que lui avait écrit Suzy Wiles, sa chef de cabinet, parce que cette fois-ci, il faut réussir à éviter, en effet, Bidenisation de Donald Trump. Je m'explique. Biden a eu le même problème. On va y revenir sur les opposants, parce qu'il aime bien aussi critiquer ses prédécesseurs. Oui, mais justement, Biden a eu le même problème dans sa propre administration en 2024. Au moment où Biden dit finalement, je vais faire campagne pour un deuxième mandat, il apparaît totalement déconnecté de la réalité des Américains sur la question de l'économie. Vous savez, en économie... On va y revenir. Marjorie, garde les ordres pour tout à l'heure. Okay. J'aimerais faire un petit tour de table juste sur la forme, donc pas cette conférence de presse, cette allocution. C'est courant dans la tradition politique américaine, ce genre de discours à la nation? Alors ça peut tout à fait, effectivement, il peut y avoir... Souvent ça se fait depuis le bureau ovale. Ce qu'on voit là, alors c'était intéressant parce qu'il y avait le sapin de Noël derrière, mais en même temps, il y avait une vraie colère. Enfin, ce qui était intéressant, c'est le rythme aussi. Apparemment, il était aussi pressé pour des contraintes de temps, mais il y avait un rythme assez effréné et on sentait quand même un agacement. 18 minutes, c'était assez court. Effectivement, il suivait, mais on voyait que c'était sur un ton quand même particulier d'agacement, d'énervement par rapport à ça. Et donc, l'un des thèmes, c'était notamment une sorte d'héritage empoisonné de Biden, avec des superlatifs comme d'habitude, des hyperboles. Donc, c'était le pire avec Joe Biden, et ça sera le meilleur avec lui. Et si c'est pas maintenant, ça sera au pire l'année prochaine. Encore un mot de la forme, Ludivine Gilly de la Fondation Jean Jaurès. Il n'écrit pas souvent, il lit pas souvent des prompteurs. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit quelque chose, effectivement, peut-être une nervosité, une fébrilité. Et qui écrit ces discours? C'est lui-même? Alors non, c'est pas lui qui écrit ses discours. C'est pas lui qui écrit ses discours, mais en fait, en général, c'est lui qui interprète et il a tendance à s'éloigner très largement et à faire énormément de digressions. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire derrière? C'est difficile à dire. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait ce discours-là de manière un peu improvisée. À un moment où on s'apprête à avoir les dossiers Epstein qui vont sortir, et c'est manifestement quelque chose qui le perturbe beaucoup, il a tendance à faire des diversions à répétition quand ce sujet revient sur le devant de la scène. Et par ailleurs, cette question du coût de la vie, on sent qu'il y a une fronde qui commence à monter du côté du Parti républicain et on le sent un peu en difficulté vis-à-vis non seulement de sa base, mais également vis-à-vis de ses soutiens au sein du Congrès. Il y a peut-être aussi une lecture plus politique, il y a des élections qui arrivent, je crois, Jonathan, c'est ça? Donc, oui, mais ça se tient parce qu'il faut le lire à l'aune de ces élections de mi-mandat qui arrivent peut-être l'année prochaine. Bien sûr, et des élections de mi-mandat pour un président qui ne peut pas se représenter en plus. On est dans une dynamique de mandat qui est forcément compliquée quand cette perspective commence à s'installer dans la tête des gens. On voit d'ailleurs qu'il y a des paroles qui sont peut-être un peu plus libres qu'avant, même si le courage ne les caractérise pas forcément, mais du côté du Parti républicain. Il y a quand même, comme fil rouge permanent, cette obsession Biden, qui, dans la campagne, dans les premiers temps de l'élection, on le comprend, mais il n'en sort pas. C'est-à-dire que tout est justifié par le fait que Biden, c'était tellement catastrophique que, de façon mécanique, il devrait apparaître comme un sauveur. Sauf que nous, on a une vision de Donald Trump qui est le Trump sur la scène internationale, et que c'est quand même complètement autre chose qui se joue dans le Trump, chez lui, dans le rapport à ses électeurs. Ouais. Et effectivement, cette question du coût de la vie, qui ne nous apparaît pas comme quelque chose de particulièrement saillant, est sûrement ce qui l'affaiblit le plus aujourd'hui. Alors, il y a une seule annonce concrète à retenir peut-être de Donald Trump, c'est la distribution de chèques d'une valeur de $1 776 pour les militaires américains. C'est un chiffre qui n'est pas choisi au hasard, 1776. C'est la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Pourquoi ce chèque? Est-ce qu'on parle de clientélisme? Est-ce qu'encore une fois, c'est une tradition américaine? Alors, pas du tout. Je fais l'équivalent avec
les chèques qu'il a envoyés pendant la pandémie de Covid. Donald Trump aime beaucoup envoyer de l'argent aux États-Unis et surtout signer. Les chèques qui sont envoyés sont des chèques signés de sa main. Et c'est un moyen pour lui de dire « mais regardez, moi je vous donne de l'argent ». Mais donc vous dites clientélisme ou pas, enfin, parce que c'est très largement un effet de com. C'est très largement un effet de com. Le problème qu'il va y avoir vis-à-vis de cet effet de com, c'est que d'une part, ça ne concerne qu'une très petite partie de la population, puisque là, il s'agit des membres des forces armées. Et deuxièmement, ça ne va pas faire oublier à la population le problème de l'inflation et du coût de la vie. La popularité de Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis, c'est quoi Alors, il est en dessous, il est à peu près à 40%, mais sur l'économie, il est en dessous, il est même à 36% sur l'économie. Et le problème, c'est que l'économie, c'est vraiment là l'élément très important parce que c'est le centre de son personnage politique. Il faut voir que des gens ont voté pour lui en se disant, bon, c'est vrai, il exagère, il est hors norme, il dit des choses un peu choquantes, mais en même temps, il va nous rendre riches parce que c'est un businessman qui a réussi. C'était ça l'image. Et donc, c'est essentiel pour lui de pouvoir concrètement confirmer cette image de gagnant et de businessman qui réussit. Marjorie Paillon. C'est justement cette image qui est en train de se distordre, au point que même la base MAGA commence à douter de son propre président. Alors, vous allez me dire, ça se joue sur des franges où tout le monde adorait avoir ce type de score. Dans la base vraiment MAGA, Make America Great Again, qui a réélu Donald Trump, on était à l'entrée du mandat le 21 janvier à 98% de satisfaction. On est désormais à 90%. OK, ah oui. Vous allez me dire, on joue vraiment sur des nuances. Non. Perdre 8% dans une base qui lui a toujours été fidèle, c'est mine de rien un signe qu'il y a des petites fractures qui sont en train d'arriver comme ça. Le vrai enjeu et l'enjeu notamment de cette administration et de la Maison-Blanche et le fait qu'il ait encore une fois suivi le prompteur écrit par Suzy Wiles, sa chef de cabinet, c'est pour éviter le séisme qui pourrait arriver après les mini-fractures. Mais je reviens justement à cette distorsion entre aujourd'hui un président qui apparaît déconnecté de la réalité sur la question de l'économie. Vous savez, c'est comme mon météo, l'économie. Justement, on va en parler avec les chiffres. Décidément, vous ne voulez vraiment pas que j'en parle maintenant. Mais si, justement, je vais ouvrir un chapitre sur l'économie avec Clémentine. Clémentine qui va nous parler des vrais chiffres de l'économie, puisqu'il y a les chiffres de Donald Trump, et puis il y a la réalité dont vous allez nous parler. Clémentine Louise, bonjour. Effectivement, donc il y a les chiffres de Donald Trump, et puis il y a ces vrais chiffres, l'économie qui patine, le chômage qui grimpe, et le président qui promet une année record, un boom économique, comme il dit. Oui, mais on est assez loin du boom économique. Steve, on est plutôt même sur un flop. Les chiffres de l'économie américaine sont assez moroses. Le taux de chômage atteint 4,6% en novembre et touche particulièrement les jeunes. C'est le taux le plus élevé depuis septembre 2021, soit au moment où le pays sortait tout juste de la crise sanitaire. Les États-Unis comptent aujourd'hui 7,8 millions de chômeurs, soit 700 000 de plus qu'il y a un an, au moment où Donald Trump était réélu. Et le nombre de créations d'emplois est en revanche un peu moins décevant qu'attendu, c'est ça ? Oui, les économistes appelaient sur 45 000 nouveaux emplois pour le mois de novembre. Finalement, le pays réussit à atteindre les 64 000. Pas de quoi ouvrir le champagne tout de même, car les suppressions de postes sont bien supérieures. Et c'est notamment le résultat d'une politique féroce de licenciement des fonctionnaires. Souvenez-vous, il y a quelques mois encore, l'ex-bras droit du président, c'était Elon Musk, et il pilotait un département de l'efficacité gouvernementale. Résultat des courses, depuis le mois de janvier, plus de 200 000 fonctionnaires ont été virés. Et côté pouvoir d'achat, les salaires peinent à augmenter face à des prix qui, eux, grimpent. Oui, le passage à la caisse est de plus en plus douloureux pour bien des Américains. Depuis un an, le prix de l'ensemble des produits alimentaires ont grimpé de 3,1%, presque 15% même pour certains produits comme par exemple le bœuf ou le veau. Depuis septembre, l'inflation grimpe. Elle tourne aujourd'hui autour des 3% et cela est dû en grande partie à la hausse des droits de douane décidés par Donald Trump. Le président de la Banque centrale américaine, la Fed, espère revenir à une inflation autour des 2% dans les prochains mois. On l'écoute.
Si vous supprimez les droits de douane, l'inflation se situe autour de 2%. Ce sont donc vraiment les droits de douane qui sont à l'origine de la majeure partie du dépassement de l'inflation. La meilleure chose que nous puissions faire est donc de ramener l'inflation à son objectif de 2%, mais également d'avoir une économie solide où les salaires réels augmentent, où les gens trouvent des emplois et gagnent de l'argent. Et Clémentine, fin novembre, un article est devenu viral. C'est un article d'un financier, Michael Green, qui propose un nouveau calcul du seuil de pauvreté, c'est ça? Oui, Michael Green inclut des dépenses qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de pauvreté. Lui, il prend en compte par exemple le logement, les soins de santé, le transport, les gardes pour enfants aussi, qui coûtent très cher aux États-Unis. Résultat, selon son calcul, le minimum pour vivre pour une famille de 4 personnes dans une petite ville est de 140 000 $ par an. On est très loin des 31 000 $ fixés, ce qui est le seuil de pauvreté officiel. 140 000 $, ça correspond à peu près à 120 000 € par an. C'est un revenu qui est atteint par seulement un tiers des ménages américains. Merci beaucoup Clémentine Louise pour toutes ces précisions. Marjorie, vous vouliez parler d'économie. Voilà, donc je vais vous redonner la main. Mais est-ce qu'il a les mêmes chiffres que nous, Donald Trump? Parce que là, on voit que ce n'est pas aussi réjouissant que ce qu'il annonce. 700 000 chômeurs de plus en un an. C'est pour ça que les chiffres sont très intéressants, en effet, à regarder de ce point de vue-là. Attention, les chiffres qui sont publiés aujourd'hui par le Bureau des statistiques du travail, BLS, en l'occurrence, ce sont des chiffres qui donne une inflation à 2,7%, c'est très en deçà des estimations des experts et des économistes qui tablaient à une inflation à 3,1%. Pourquoi je vous donne cette précision-là? Parce que les datas aujourd'hui de ce bureau, qui est le bureau fédéral, qui donne des chiffres qui sont théoriquement factuels, est un bureau nouvelle version Trump, puisque la patronne de ce bureau-là s'est faite virer par Donald Trump il y a quelques mois à peine. Qu'entre-temps, il y a eu le shutdown. L'État fédéral était en cessation de paiement. Et donc, les chiffres de l'emploi et les chiffres qui englobent justement l'inflation sur les prix n'ont pas été publiés sur les 2 mois qui précédaient. Donc, il manque énormément de données pour pouvoir affiner réellement ce taux d'inflation. Donc, on part sur des chiffres, évidemment, qu'on peut interpréter comme positifs si on les regarde là comme ça pour l'administration Trump. Positif. Mais qui sont... Si je dis que l'inflation, et si je vous dis que l'inflation est à 2,7 alors qu'on tablait sur 3,1, a priori on se dit c'est plutôt positif. Alors je vais vous montrer ce que les Américains ressentent avec cette enquête qui est publiée hier. 61% des Américains jugent que la conjoncture économique ne leur est pas favorable. Personnellement, ils étaient 57% au mois de mai. Pourquoi ils sont mécontents, les Américains? Alors, contre quoi? Parce qu'ils voient bien la réalité, c'est ce qu'on appelle les kitchen table issues, c'est vraiment le concret de tous les jours. Et là, il n'y a aucun moyen de faire croire que ce n'est pas la vérité, c'est-à-dire c'est ce que vivent vraiment les gens au quotidien. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de ce chèque cadeau qu'il veut faire notamment, c'est basé sur l'idée aussi des rentrées d'argent par rapport aux tarifs douaniers. Il va y avoir quand même peut-être un problème au niveau de la Cour suprême parce qu'il a pris des décisions au nom d'une loi d'urgence qui risque d'être mise en cause par la Cour suprême. Et il n'est pas du tout certain que les rentrées d'argent soient au niveau de ce qu'il espère. Et en plus de ça... par rapport aux chiffres qu'ils donnent, ils sont assez fantaisistes et il n'est pas du tout évident qu'ils puissent même faire ce chèque cadeau dont il parle. Et à un moment donné, il a même parlé de donner... Alors avant, il parlait de donner $2 000 à tous les Américains. Bien évidemment, c'est totalement impossible. Mais est-ce qu'on peut parler d'un échec de la politique économique de Donald Trump? Si on fait un bilan de l'année 2025 de Donald Trump, lui, évidemment, il se félicite de sa politique. Mais... C'est toujours difficile de donner un résultat final au bout de quelques mois. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que il n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites, notamment parce que l'inflation, par exemple, il était censé la régler un jour après le début de son mandat. Promesse non tenue. Mais blague à part, en fait, quand on regarde la manière dont l'économie évolue, semaine après semaine, mois après mois, on voit que ça ne va pas vers une amélioration. Et on voyait tout à l'heure le nombre de créations d'emplois. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le but... ça n'est pas nécessairement d'avoir 0 pour éviter les destructions d'emplois. En fait, il faut un minimum estimé autour de 80 000 aujourd'hui créations d'emplois par mois pour compenser l'augmentation de la démographie. Donc si on est en dessous de ce chiffre-là, ce qui était le cas sur les chiffres annoncés, on est en fait de facto en bilan dans de la destruction d'emplois. Bon, peut-être demander à Jonathan de se mouiller sur ce bilan économique. Est-ce que le protectionnisme de Donald Trump est, pour l'instant, un échec? Alors,
Pour l'instant, en tout cas, c'est pas la promesse, enfin, c'est pas le retour de l'âge d'or tel qu'il l'a promis. Donc il y a deux choses. Je trouve évidemment qu'il y a l'atterrissage d'un discours populiste face à la réalité la plus concrète ressentie par les gens. On peut proclamer beaucoup de choses sur le wokisme, sur la place des États-Unis dans le monde, sur beaucoup de choses qui sont assez immatérielles. Mais quand on est sur le concret du caddie, au bout d'un moment, ça se heurte à la réalité que vivent les gens. Donc ça, il y a une vraie difficulté. Et c'est souvent là-dessus que les présidents américains sont le plus en difficulté. Deuxième chose, il y a un fantasme sur le fait que Donald Trump serait un maestro de la politique économique. Si on regarde son premier mandat, il n'y a aucune raison de se dire, ou il n'y a aucune raison de lui faire crédit. Il est capable de faire de l'argent pour son intérêt personnel. Et encore, on s'est rendu compte dans différentes affaires judiciaires contre ce qu'il proclamait de sa fortune personnelle et ce qui était la réalité de sa fortune personnelle. Il y avait un gap. Donc, il y a une construction de Donald Trump comme étant le docteur économie dont l'Amérique avait besoin. Il y a quand même beaucoup de chances que quand on aura un peu de recul, on se dise que les années Biden étaient plus rationnelles et plus efficaces sur le plan de la politique économique que les grandes proclamations de Donald Trump. Précisément, puisque vous parlez de Joe Biden, des plaques, je ne sais pas si vous avez vu, des plaques ont été ajoutées au portrait de président qui se trouve devant le bureau ovale. On peut lire que Barack Hussein Obama, c'est comme ça qu'il appelle la machine à signer, Barack Obama. Barack Hussein Obama a été l'un des présidents les plus clivants, je cite, de l'histoire américaine. En ce qui concerne Joe Biden, l'endormi, il a tout simplement été le pire président des États-Unis, toujours selon Donald Trump. Donald Trump qu'on voit s'endormir dans de plus en plus de réunions, donc le Sleepy Donald est aussi en train de s'installer comme une réalité. Ouais, cette obsession des anciens présidents, notamment démocrates côté Donald Trump. Mais parce que Donald Trump veut être le meilleur en tout, en l'occurrence. Donc s'il peut montrer, enfoncer le clou en disant que ces mandats 45e et 47e du nom sont ceux que l'Amérique a connu de plus fantastique depuis tous les temps, il le fera. C'est dans sa rhétorique, c'est dans ses éléments de langage intrinsèques. Le risque de bidenisation dont je vous parlais tout à l'heure de Donald Trump, il est justement là. En économie, encore une fois, c'est comme en météo, il y a les chiffres annoncés, il y a le ressenti, les températures ressenties. C'est pareil en économie. Tant que vous ne ressentez pas, dans votre caddie, que votre douzaine 2 a réellement baissé, que vous n'êtes pas mieux par rapport à votre coût de la vie, vous n'allez pas réussir à entendre un discours qui vous dit « mais si, bien sûr, cette économie va beaucoup mieux ». Et le risque, justement, pour Donald Trump, c'est de se montrer totalement déconnecté avec cette frange d'électorat. Il faut regarder peut-être ce qui s'est passé la veille de cette allocution de Donald Trump à la nation, qui est un discours de J.D. Vance, son vice-président en Pennsylvanie, où J.D. Vance utilise de façon très intéressante cet argumentaire-là. Il reconnaît en effet qu'il y a peut-être un décalage entre le sentiment de cette population, mais surtout, il demande aux Américains de lui donner du temps pour que cette politique tarifaire puisse porter ses fruits. Et autre dossier très important pour Donald Trump, c'est évidemment l'immigration. Il a vanté son bilan en matière d'immigration à l'occasion de cette allocution. Écoutez Donald Trump. Dès le premier jour, j'ai pris des mesures immédiates pour arrêter l'invasion de notre frontière sud. Depuis 7 mois, aucun immigré clandestin n'a été autorisé à entrer dans notre pays, un exploit que tout le monde disait absolument impossible. Vous souvenez-vous lorsque Joe Biden affirmait qu'il avait besoin que le Congrès adopte une loi pour aider à fermer la frontière? Il blâmait toujours le Congrès et tous les autres. En réalité, nous n'avions pas besoin de loi, nous avions juste besoin d'un nouveau président. En 7 mois, 0 étranger clandestin n'a pénétré dans notre pays. C'est impossible à vérifier par définition. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand Donald Trump est en difficulté, il revient à ses marottes et à l'essentiel, c'est-à-dire là, ça va être l'immigration, parce que c'est là où il avait il était le moins impopulaire, on va dire. Et alors, il fait des choses aussi très simples, c'est-à-dire qu'il dit de manière très simpliste que finalement, c'est parce qu'on a accueilli les étrangers et qu'ils ont pris des appartements et des maisons. Il suffit de virer les étrangers et les Américains auront du logement accessible à nouveau. Donc c'est des choses très très simples et très faciles à comprendre, qui sont totalement fausses, bien évidemment. Mais ça peut fonctionner, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'un électeur, je ne vais pas dire de base, mais du Midwest, un électeur trumpiste, pense quand il... Est-ce qu'ils estiment que c'est la vérité? Ça peut fonctionner auprès de la vérité auprès de sa base qui a déjà un biais par rapport à cette question, mais ça ne compensera pas nécessairement les vrais problèmes économiques dont on parlait et qu'ils subissent au quotidien. C'est-à-dire que ça ne va pas permettre de compenser le réel totalement qui s'impose à Donald Trump comme à ses électeurs. Il avait fait 2 promesses en matière d'immigration: freiner l'arrivée de nouveaux immigrés et expulser les clandestins. Je vous demande de faire peut-être le bilan
bilan, encore une fois, est-ce que le bilan en matière d'immigration, Donald Trump en 2025? Alors effectivement, s'il y a une promesse qu'il a tenue, c'est celle-là en fait. On a, alors zéro, j'ai des doutes quand même, mais effectivement, quand on regarde, alors sans comparer au pic des arrivées à la frontière mexicaine sous Joe Biden, on est à des taux de tentatives de franchissement de la frontière extrêmement faibles depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Donc sur la fermeture de la frontière, là, on a un succès. Ah, vous parlez de succès, oui, parce qu'il y en a qui disent que... C'est ce qu'il a promis sur les arrivées à la frontière, ça c'est factuel. Ouais. Après, sur les expulsions, par exemple, alors sans jouer aux batailles de chiffres, mais il y a beaucoup d'expulsions. Et sans prendre parti sur le fait de dire expulser c'est bien ou expulser c'est mal, il a moins expulsé de personnes que Barack Obama. Pendant son c'est intéressant ce que vous dites. Donc Barack Obama a expulsé plus de personnes. Je ne sais pas si c'est faire un concours, mais perceptions, en tout cas... Voilà. En revanche, une chose également, alors sur l'immigration, il y a la manière qui a été extrêmement brutale, on en a beaucoup parlé, et il y a également les arrestations et les détentions avec une explosion, là encore, des records, explosion des arrestations et explosion du nombre de détentions. Mais pareil, sur les arrestations, son administration, alors Stephen Miller en l'occurrence, avait fixé un taux de 1000 arrestations par jour en début de mandat. Il a augmenté ce taux à 3000 arrestations par jour au mois de juin. Ces chiffres-là, malgré les assauts répétés, les opérations coup de poing, les quotas ne sont pas remplis. Je vais vous donner quand même encore un chiffre. Alors c'est le chiffre des ONG depuis le retour de Donald Trump. 290 603 personnes ont été expulsées. C'est plus 7% par rapport à l'ère Biden. Encore une fois, c'est selon les ONG. Après, on parlait effectivement des méthodes très violentes, d'ICE, la police de l'immigration. Comment c'est perçu aujourd'hui tout ça aux États-Unis? Est-ce qu'on se dit, même quand on est républicain, est-ce que c'est le prix à payer? Ces méthodes violentes sont le prix à payer si on veut faire quelque chose en matière d'immigration? Alors, il y avait une majorité de gens qui pensaient qu'effectivement, les gens qui ont commis des crimes, notamment des crimes de sang, doivent être expulsés s'ils ne sont pas américains ou s'ils sont là de manière illégale. Par contre, ce qui se passe, on voit quand même qu'il y a une résistance d'une partie de la population. Ils font très souvent, quand ICE intervient dans des quartiers, ils ont des sifflets, ils préviennent, c'est filmé et c'est assez violent. On a vu encore il y a quelques jours une femme enceinte qui était plaquée dans la neige, voilà. Donc ce ne sont quand même pas des choses auxquelles une majorité d'Américains adhèrent, même ceux qui sont pour une politique assez ferme de l'immigration. Donc on voit quand même dans les sondages que ça reste quand même sur cette idée que c'est des immigrés qui ont vraiment commis des crimes. Et d'ailleurs, c'était ce qu'il disait dans sa campagne, mais il a étendu ça, et pour lui, tout ce qui est illégal ou tout ce qui est... tout devient un crime, en fait, au potentiel. Il y a 750 000 travailleurs étrangers qui ont quitté le pays depuis... Et ça pose un problème économique. Le début de l'année, effectivement. Est-ce que le rêve américain, c'est aussi ça, c'est la possibilité de venir, c'est la possibilité de travailler, de faire sa vie. Est-ce que ça porte un coup, cette politique porte un coup à l'attractivité américaine? Vous parliez tout à l'heure du chiffre référence pour ce chèque fait aux militaires et leurs familles de 1 776 $ comme la déclaration d'indépendance américaine. On va fêter les 250 ans de cette indépendance américaine le 4 juillet. La nation américaine, c'est une nation qui s'est bâtie sur la richesse de son immigration. Nation of Immigrants. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre avec ce second mandat Trump. L'idée de se dire que le rêve américain, il est possible parce qu'on peut arriver aux États-Unis de quelque nation que ce soit et participer à la construction de ce rêve ensemble. La cassure qui est en train d'être faite par cette administration, quand elle parle notamment peut-être de cassure civilisationnelle, qu'elle impute à l'Europe, certes, mais qui est en train de se produire également chez elle, c'est ce qu'elle est en train de casser là. C'est ce rêve de bâtir ensemble. Il y a un discours très... Alors, c'est aussi important de voir qu'il y a un discours très racialisé que Donald Trump assume. Et ça, c'est très différent de ce qu'il faisait. Et par exemple, il a encore parlé en Pennsylvanie il y a 2 jours en disant pourquoi est-ce qu'on n'accueille pas des gens de Norvège plutôt que de pays de merde. Il a repris l'expression qu'il avait utilisée auparavant en parlant des pays d'Afrique notamment. Et d'ailleurs, les seuls réfugiés qui sont acceptés aujourd'hui, ce sont les Afrikaners blancs d'Afrique du Sud qui ont
qui pour la green card, vous voulez dire qu'ils obtiennent la green card. Ils obtiennent un statut de réfugié en tout cas. Voilà. Et donc ça, on voit bien quand même qu'il y a cette petite musique et que ça, c'est aussi pour plaire à une certaine base. Mais ça, c'est que ça pose pas, excusez-moi de vous couper, mais ça pose pas de problème chez les Républicains, ce genre de propos racialisés dont vous parlez. Ça divise. On le voit d'ailleurs, mais il y a une tentative de l'extrême droite blanche nationaliste de prendre le pouvoir aussi sur le parti républicain. Il y a une emprise quand même qui est sans précédent. C'est-à-dire il y a certes la radicalisation de Donald Trump, mais il y a tout l'appareil derrière qui a complètement dérivé. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer qu'un certain nombre de républicains ne se retrouvent pas dans ces valeurs-là, mais voilà, l'homme fort, ça reste lui, ça reste les gens qu'il a placés, ça reste J.D. Vance dans un deuxième temps qui est encore plus idéologue sur ces questions-là. Donc voilà, l'avenir n'est pas forcément radieux, même si on a un président à mi-mandat qui ne pourra pas se représenter. Non, c'est bien ce qu'on voit effectivement sur les questions d'immigration. Qui est aux commandes? C'est alors J.D. Vance, mais c'est surtout Stephen Miller. Ouais. Et Stephen Miller, c'est cette même mouvance idéologue. Alors rappelez peut-être aux téléspectateurs qui est alors Monsieur Stephen Miller, c'est le directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Et c'est lui qui pilote la politique migratoire. C'est lui qui rédigeait les discours de Donald Trump lors de son premier mandat. Et il est dans cette mouvance nationaliste, suprémaciste. Donc il y a cette volonté de revenir à un âge d'or imaginaire des origines des États-Unis et de sélectionner une immigration qui soit une immigration blanche et chrétienne. Et on voit la normalisation d'ailleurs d'un discours comme chez Nick Fuentes, qui est très à l'extrême droite, qui est contre l'égalité raciale, etc., et qui est normalisé par des influenceurs républicains et qui a été reçu par Donald Trump d'ailleurs à la Maison-Blanche, à Mar-a-Lago. On va parler du bilan de Donald Trump en matière de politique étrangère, puisqu'il s'est vanté d'avoir mis fin à plusieurs guerres. On va voir ça avec vous, Jonathan. Vous voulez évoquer la doctrine Trump en matière de politique étrangère, dites-nous. Oui, revenir d'abord sur un événement donc au mois de mai, lors d'un grandiose forum, c'est toujours grandiose quand ça se passe à Riyad, en Arabie Saoudite. Donald Trump, il a formulé très clairement ce qui peut s'apparenter à sa doctrine personnelle en matière de politique étrangère. C'est assez simple, au fond, c'est toujours très compréhensible. Moins de leçons de morale ou de démocratie, davantage de business, une recette qu'il juge garante de paix et de prospérité. Alors, il faut être honnête, le milliardaire, ce n'est pas le premier président américain à sacrifier les grands principes sur l'autel des seuls intérêts de son pays. Mais avec lui, tout est dit de façon plus explicite, tout est fait de façon plus décomplexée et plus extrême, ce qui plaît d'ailleurs beaucoup à ses partisans. Donc, je le répète, il n'a pas fallu attendre Trump pour que les droits de l'homme ou la promotion de la démocratie ne soient pas les piliers de la politique étrangère américaine. L'histoire regorge d'exemples en ce sens. Mais disons qu'il a poussé tous les curseurs avec une dimension affairiste qui est, elle, sans précédent, où se mêle comme jamais pouvoir présidentiel et enrichissement familial. Il revendique une culture du deal basée sur le rapport de force bilatéral. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait voler en éclats et assez rapidement tous les cadres multilatéraux qui étaient déjà abîmés, que ce soit l'ONU ou que ce soit l'OMC, et qu'avec lui, la diplomatie n'a plus de diplomatie que le nom. Le département d'État, l'équivalent de notre Quai d'Orsay, a d'ailleurs largement été relégué au second plan au profit de ses émissaires personnels, que ce soit le promoteur immobilier Steve Witkoff ou son propre gendre Jared Kushner. Avec la Russie, avec les pays du Golfe, mais au fond, en toutes circonstances, il assume une dimension transactionnelle où le business est la mère des batailles, en usant de la puissance militaire, mais aussi économique des États-Unis. Dans son esprit, en fait, tout ça doit surtout contribuer à la prospérité du pays, on l'a dit, dont il proclame qu'il va connaître, on ne sait pas exactement quand, mais je vous assure, d'après lui, ça va arriver, un âge d'or sans précédent, évidemment, parce que c'est Donald Trump, fantasmant largement, on l'évoquait, celui des années 50. Et sur la forme, même si lui sait ce qu'il veut, plus en tout cas que le caractère un peu erratique qu'on peut lui connaître, il est imprévisible, il est peu fiable pour des gens qui pensaient être ses alliés, et il est capable de dire tout et son contraire sur à peu près tous les sujets, dans un dialogue où le fil conducteur, c'est que ses interlocuteurs doivent le flatter, pour espérer être vaguement entendu. Et pourtant... Et tout ça, ça crée une forme de chaos sur la scène internationale. Et pourtant, Jonathan, c'est le président de la paix, non, Donald Trump ? C'est le président de la paix. On a même vu fleurir des casquettes President of Peace après le cessez-le-feu à Gaza. Donc il revendique d'imposer la paix par la force économique, la force militaire. Et il n'y a pas à dire, le meilleur VRP de son action, au mépris du réel, sur le plan économique comme sur le plan diplomatique, c'est évidemment Donald Trump. Mercredi soir, dans le discours qu'on évoquait, donc il s'est félicité, on l'a dit, d'avoir mis fin à 8 guerres,
certaines guerres qui n'avaient d'ailleurs pas commencé. C'est toujours ce rapport un peu complexe à la réalité. Un chiffre fantasque, mais un slogan efficace qui devrait d'ailleurs, selon lui valoir le prix Nobel de la paix. Bon, pour l'instant, il faut être honnête, le seul qui lui a remis un prix de la paix spécialement créé pour lui, c'est Gianni Infantino, avec un discours totalement fantasmagorique. Donc certes, il y a eu un accord de paix, je le cite très vite parce que vous m'avez fait comme ça, ce qui veut dire pas trop long. On a très peu de temps, on a beaucoup mais je de sais, mais je ne peux pas parler plus vite sans que les mots soient intelligibles. Continuer, Jonathan. Non, mais en gros, on peut citer l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Certes, il y a eu un accord de paix qui a été signé en août à la Maison-Blanche. On peut reconnaître qu'il a joué un rôle majeur dans le cessez-le-feu à Gaza, mais que rien n'est réglé entre les Palestiniens et Israël. Israël-Iran, ça va pas mieux. Inde-Pakistan, c'est pas réglé. République démocratique du Congo-Rwanda, tout reste à faire. Cambodge-Thaïlande, c'est loin d'être finalisé. Bon, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, et je le dis encore très court, c'est la guerre que la Russie mène en Ukraine. Juste pour rappeler, la promesse de campagne, c'est réglé en 24 heures. La promesse du président élu, c'est réglé en 100 jours. 11 mois après, à part avoir reçu Vladimir Poutine sur le sol américain et avoir le projet de construire un tunnel entre la Russie et les États-Unis, le bilan reste loin des slogans. Merci beaucoup, cher Jonathan. Il a mis fin à 8 guerres, tout le monde sait que c'est pas vrai. Et pourquoi c'est si important pour lui de se présenter, de se revendiquer comme le président de la paix, Marjorie Paillon? Parce qu'il se revendique comme le président qui n'aura pas, en tout cas, entamé une guerre sous son mandat et celui qui aura su maintenir un équilibre pour ces Américains et ces Américaines. Ce qui se passe en dehors du territoire américain, à moins que ce soit sous le signe de deal et de business, fussent-ils familiaux, ça ne l'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu fleurir, et vous avez vu les Européens notamment pousser des cris d'orfraie à la lecture de la nouvelle stratégie de politique et de sécurité nationale il y a quelques jours. En fait, il suffisait tout simplement de lire Project 25, qui est en réalité la base programmatique de la campagne de Donald Trump et J.D. Vance pour cette élection de 2024, et dans lequel tout était déjà écrit mot à mot. L'Union européenne, en l'occurrence, va souffrir de ce que l'administration Trump appelle aujourd'hui un conflit de civilisation, parce qu'elle a une politique trop pro-migratoire, parce qu'elle se laisse avoir par une économie beaucoup trop faible. Oui, mais en l'occurrence, on n'est jamais... qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que les États-Unis savent très bien qu'aujourd'hui, leur premier partenaire commercial à l'extérieur, ça reste l'Union européenne. Et que donc, ils ont besoin de notre marché pour pouvoir réussir à asseoir cette politique économique diplomatique. Pour revenir sur le bilan, qu'on fasse le bilan de Donald Trump, est-ce qu'il est si terrible que ça, son bilan? Jonathan parlait du cessez-le-feu. Alors, il parle de paix, je ne sais plus, paix éternelle au Proche-Orient. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même un cessez-le-feu. Il y a un rééquilibrage peut-être avec la Chine. Est-ce que, on n'est pas trop sévère avec la politique étrangère de Donald Trump? Alors, c'est effectivement, il y a des cessez-le-feu, mais on est beaucoup dans la com quand même. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois, il y a des deals aussi derrière pour essayer de... que vous parlez d'affairisme, mais effectivement, d'avoir... que ça peut être des intérêts miniers, ça peut être des intérêts d'ailleurs personnels pour l'entreprise Trump. Mais ça se traduit par des cessez-le-feu. Mais des cessez-le-feu qui ne règlent pas en fait les problèmes de fond. Souvent, on le voit par exemple entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le conflit continue en fait. Les combats continuent. Les deux d'ailleurs dirigeants qui ont signé cet accord avec Donald Trump étaient assez mal à l'aise. On voyait bien qu'ils n'étaient pas aussi enthousiastes que pouvait l'être Donald Trump. Et par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, l'Inde a dit non. Le Cachemire, c'est pas réglé. Ouais. Voilà. En fait, ce sont des accords qui sont imposés par la force commerciale la plupart du temps, mais qui règlent rien en fait aux raisons du conflit. Donc à court terme, tout le monde fait un peu museau parce qu'il est quand même un peu plus puissant que la moyenne des gens sur cette planète. Mais on sait très bien que structurellement, ces conflits peuvent réexploser à tout moment. On peut faire l'avocat de Donald Trump, mais c'est un peu ça aussi, les relations internationales, la politique étrangère, c'est du rapport de force. Sauf qu'il est avec des gens, ce sont des gens qui on parlait de Witkoff, qui ne connaissent pas en fait les détails de ces conflits. Je laisse... Non, mais l'obsession de Donald Trump, c'est pas nécessairement de régler les problèmes. Non. L'obsession de Donald Trump, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. Et donc, ce sont des coups de com'. Il faut que ça tienne suffisamment longtemps pour lui permettre de donner le change à cet égard. Et l'autre aspect, effectivement, c'est il y a peut-être des contrats à gagner. Alors parfois pour les États-Unis, des terres rares, de l'argent à obtenir, et parfois aussi, assez souvent, pour Donald Trump personnellement. Mais il y a un point un fil que j'aimerais tirer, c'est le fait qu'il a été le président, donc il se présentait comme le futur président de la paix. Il est aussi le candidat America First.
L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Et ça, le fait qu'il court après, qu'il parcourt le monde pour montrer qu'il mérite le prix Nobel de la paix, ça ne lui attire pas que les faveurs d'une partie de sa base. À commencer par Marjorie Taylor Greene, qui était une de ses plus grandes fidèles à la Chambre des représentants, qui vient de rompre avec lui. Enfin, c'est plutôt lui qui a rompu avec elle une fois qu'elle a signifié son mécontentement sur un certain nombre de sujets. Et elle disait encore hier ou avant-hier à CNN qu'il faudrait que Donald Trump laisse Air Force One au hangar et se reconcentre sur les questions du coût de la vie et les problèmes des États-Unis. On a une question d'Enguerrand de Saint-Josse qui nous dit « J'ai l'impression que sa politique étrangère, c'est surtout les forts négocient, les faibles s'adaptent » qui veut prendre cette question. Est-ce qu'il y a une cohérence finalement dans la politique étrangère de Donald Trump? Et ce qu'il fait d'ailleurs avec l'Union européenne, ce qu'il veut, c'est démanteler l'Union européenne parce que l'Union européenne unie est un problème pour lui, notamment au niveau de la réglementation, de la régulation des entreprises comme de la tech. Et d'ailleurs, là-dessus, on a une fusion avec Elon Musk, qui lui aussi veut se débarrasser de l'Union européenne. D'ailleurs, il dit que l'Union européenne a été créée pour... alors, l'expression, c'était une expression un peu vulgaire, mais pour nous emmerder. Oui, pour nous emmerder, voilà, c'est exactement ça, et que c'était fait pour ça. Donc, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour Donald Trump, tout ce qui l'empêche de faire ce qu'il veut est vu comme potentiellement un ennemi. Ça peut être les juges aux États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU, c'est tout ce qui l'empêche d'agir, lui, comme il voudrait. Mais donc, il y a une cohérence dans la politique étrangère. Il y a une cohérence, mais on a l'impression de ne toujours pas avoir intégré du côté des pays qui font face à Donald Trump dans ce deal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait l'habitude de fonctionner sur un GPS où le multilatéralisme était là, ce n'est plus le cas depuis 11 mois. Il faut vraiment réussir à l'intégrer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur l'Europe. L'Union européenne, elle tirera sa force le jour où elle comprendra qu'unie, elle peut être plus forte que face à cette disunion et Donald Trump. Et un des projets de cette administration Trump, qui est l'import des méthodes MAGA, Make America Great Again, en Europe, avec des alliés comme Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie, même si c'est hors Union européenne, Nigel Farage au Royaume-Uni, ou une certaine partie de la droite française ici même, va nous poser des questions sur les scrutins qui arrivent pour 2027 et ensuite. Vous me faites encore la transition. Bravo, il nous reste 2 minutes juste sur ce scrutin qui arrive aux États-Unis, ces élections de mi-mandat. On va dire un truisme, une banalité. Elles sont cruciales, ces élections. Qu'est-ce que ça peut changer pour les 2 années qui vont rester de présidence Trump? Ça peut apporter un contre-pouvoir. Alors, si les élections se déroulent de manière à peu près normale et à peu près juste, les démocrates peuvent remporter la Chambre. Ils ont de bonnes chances de le faire si ça se passe de manière à peu près correcte. Reste la question du redécoupage électoral en cours par lequel les républicains essaient de grignoter quelques sièges. Le problème pour les démocrates, c'est que la carte au Sénat est beaucoup plus compliquée. Et que donc, on risque fort de se retrouver, même si les démocrates remportent la Chambre, avec un Sénat qui resterait républicain. Donc, ça laisserait quand même beaucoup de champ à Donald Trump, mais pour voter des lois au Congrès, il faut une Chambre et un Sénat. Donc ça entraverait en partie sa capacité d'action. Donc il y a une possibilité, il reste 45 secondes, de paralysie de l'action de Donald Trump sur la fin de mandat. À l'occasion de ces élections. Qu'il le veuille ou non, Donald Trump est déjà dans son 2e mandat un canard boiteux, lame duck. Sauf qu'en général, ça arrive après les élections de mi-mandat. Là, ça arrive bien avant. Et il va falloir en effet qu'il travaille et sur sa personne et sur son discours et sur le ressenti qu'il laisse aux Américains et à sa base pour pouvoir peut-être espérer limiter la casse en novembre. Et il y aura la question de l'héritage, parce que pour l'instant, ce qui unit le monde MAGA et ce qui unit pour l'instant les républicains, c'est la personne de Donald Trump. Et donc voilà, ça va vraiment poser une question sur la suite. Le risque, c'est que peut-être J.D. Vance, c'est ça, son vice-président. C'est pas, ça se fait pas l'unité. Le risque avec ce genre de personnalité, c'est que plus il est empêché, plus il se radicalise, plus il devient autoritaire. Tout à fait. Et risque sur les élections et sur la justesse des élections d'ailleurs. C'est la fin de ce premier débat. Merci à tous les 4. J'imagine qu'on se reverra en 2026 pour parler d'un certain Donald Trump. En tout cas, merci d'avoir participé.